Thugs. Ils célèbrent leur culte. Ils adorent et vénèrent Kali. N'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort. Alors tellement bien que je vais les violer, ces fils de pute. C'est un peu vulgaire, hein? Si c'est le pavillon noir et que les hommes qui se prennent à genoux le voient bien, qu'ils attirent les standards sur la révolte. On voit bien comment sont les choses. C'est naturel pour que quiconque se serve d'une certaine sensibilité spirituelle et dire non au monde moderne. Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'information concrète à me soumettre? J'ai chopé une déferlante d'enfer ce matin. Alors, tu voulais te débarrasser de moi si j'ai bien entendu? C'est un cauchemar, mais je croyais que t'étais mort, toi! Tu vas voir, on ne me tue pas moi et je me venge toujours, tu le sais bien. Bonjour amis surfeurs, amateurs d'écume et de déferlante, et bienvenue dans les chroniques de Kali. Bonjour numéro 2. Bonjour numéro 1. Alors, avant de commencer cette chronique, peux-tu nous dire en quoi tout ça va consister? Eh bien mon cher numéro 2, c'est assez simple. Par des extraits littéraires pigés à droite et à gauche, nous essaierons d'en faire ressortir les éléments pertinents pour opérer des analyses et des parallèles avec des phénomènes observables dans notre société. Est-ce qu'on va se limiter à des extraits littéraires? Probablement pas. On verra comment se déroulera l'émission dans le temps. Dans ce cas, quel est le sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, l'extrait littéraire choisi provient du roman dystopique Fahrenheit 451, écrit en 1953 par Ray Bradbury. Une dystopie, c'est le portrait d'une société à l'inverse d'une utopie, ou on pourrait dire une utopie plus sombre, une anti-utopie. Bien que le style du roman dystopique soit souvent associé à la science-fiction et parfois décrédibilisé par l'intelligentsia littéraire, il est presque plus à considérer comme un essai de prospective politique. Pensons à 1984 ou Au meilleur des mondes, qui ont décrit il y a plus de 50 ans des pans de réalité que nous voyons s'installer sous nos yeux. Petite anecdote pour ceux qui ne sont pas des initiés de ce roman, à la température 451 Fahrenheit, le papier s'enflamme de lui-même. Je crois qu'il serait pertinent de mettre dans l'ambiance du roman les auditeurs en le résumé un peu. Oui. Alors, dans l'univers de Fahrenheit 451, les pompiers ont la fonction d'épurer la société de ses livres. Chaque intervention des pompiers est un auto-da-fé lors desquels souvent les dissidents propriétaires de littérature sont eux-mêmes passés au bûcher. Le personnage principal est Guy Montag, lui-même pompier, qui au contact d'une jeune fille mystérieuse, qui est en fait une de ses voisines, sera entraîné vers l'envie de littérature. Montag subit un réel éveil de conscience au rythme des chapitres, éveil qui ne passera pas inaperçu aux yeux de son capitaine pompier, un dénommé Betty. Finalement, Montag sera pourchassé et n'aura d'autre choix de fuir après la trahison de sa propre femme. Il prendra refuge chez les autres dissidents qui, pour conserver le trésor culturel, s'efforcent de connaître un livre par cœur. Voilà un résumé rapide. Justement, aujourd'hui, nous avons choisi 2 extraits du même dialogue entre le capitaine des pompiers et le héros du livre. En fait, il s'agit surtout du monologue du capitaine Betty pour convaincre Montag de rentrer dans les rangs et de cesser de douter de la société en place. Sans plus tarder, je te propose, numéro 2, d'écouter le premier extrait. Je répète, il s'agit du capitaine Betty qui explique comment la société en est arrivée au système totalitaire dépeint par Bradbury dans son roman. C'est parti. À présent, prenons les minorités dans notre civilisation, d'accord? Plus la population est grande, plus les minorités sont nombreuses. N'allons surtout pas marcher sur les pieds des amis des chiens, amis des chats, docteurs, avocats, commerçants, patrons, mormons, baptistes, unitariens, chinois de la seconde génération, suédois, italiens, allemands, texans, habitants de Brooklyn, irlandais, natifs de l'Oregon ou de Mexico. Les personnages de tels livres, tels dramatiques, telles séries télévisées n'entretiennent aucune ressemblance intentionnelle avec des peintres, cartographes, mécaniciens existants. Plus vaste est le marché, Montag, moins vous tenez aux controverses, souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de toutes les minorités, aussi minimes soient-elles, qui doivent garder le nombril propre. Auteurs pleins de pensées mauvaises, bloquez vos machines à écrire. Ils l'ont fait. Les magazines sont devenus un aimable salmigondi de tapioca à la vanille. Les livres, à en croire ces fichus snobs de la critique, n'étaient que de l'eau de vaisselle. Pas étonnant que les livres aient cessé de se vendre, disait-il. Mais le public, sachant ce qu'il voulait, tout à la joie de virevolter, a laissé survivre les bandes dessinées. Et les revues érotiques en 3 dimensions, naturellement. Et voilà, Montag, tout n'est pas venu d'en haut.
Il n'y a pas eu de décret, de déclaration, de censure au départ, non. La technologie, l'exploitation de la masse, la pression des minorités, et le tour était joué, Dieu merci. Aujourd'hui, grâce à eux, nous pouvons vivre constamment dans le bonheur. Nous avons le droit de lire des bandes dessinées, les bonnes vieilles confessions ou les revues économiques. Plus la population est grande, plus les minorités sont nombreuses. Est-ce que ce passage t'inspire quelque chose, numéro 2? En quelques lignes, Bradbury vient de décrire la mécanique de domination actuelle. Une population d'îlots sans rien en commun qui vivent côte à côte, dominée par un pouvoir totalitaire doux, qui, pour se garantir la soumission de cette population de producteurs et de consommateurs exploités et ravis, les anesthésie grâce au sérum médiatique. La population abandonne d'elle-même avec le temps la lecture d'autres choses que des bandes dessinées, des magazines de cul, des livres témoignages ou des revues économiques. Lire demande du temps seul, une connaissance de la langue et une capacité élémentaire à raisonner, et peut parfois déboucher sur une réflexion individuelle et une remise en question de l'ordre établi. Le questionnement personnel, politique, moral et éthique impliqué par la lecture est ennemi du système de domination, qui doit donc s'en prévenir. Les membres de la population sont ainsi catégorisés, rangés et triés selon des critères ethniques, religieux ou pourquoi pas sexuels, afin de les isoler, les cerner et combler ce qu'ils pensent être leurs besoins. Chaque communauté pense exprimer librement sa singularité et influencer la société selon ses intérêts, mais au final, obéit à un conditionnement marchand totalitaire, en refusant d'en comprendre le fonctionnement et d'en remettre en cause les fondements. La démocratie médiatico-capitaliste tient grâce à l'abrutissement volontaire de la population par le spectacle, seul moyen de maintenir un semblant de paix sociale par la consommation de masse. Ton analyse me rappelle d'ailleurs ce qui est avancé dans la société du spectacle de Guy Debord. L'individualisation des masses aliénées par le spectacle, stade suprême du capitalisme. Sans vouloir t'interrompre numéro 2, tu peux poursuivre. Dans le monde plongé dans le chaos migratoire et démographique que nous connaissons maintenant, cette description de Bradbury nous paraît lumineuse. Les technomédias sont l'extension spectaculaire d'une aristocratie marchande, bancaire et politique, pour soumettre par la propagande cool une population composée de clans divers sans but, sans identité et sans Dieu commun. Tout à fait, mon cher numéro 2. C'est exactement cela. C'est la multiplication des intérêts particuliers. Plus vaste est le marché, Montag. Moins vous tenez aux controverses. Je dirais que ce passage est marquant. Corrige-moi si je me trompe, numéro 2, mais cela me rappelle le bon capitalisme international dans lequel nous vivons et qui souhaite l'amalgame des masses de consommateurs. Exactement. La population est maintenue dans un statut de servitude volontaire par l'application de méthodes techno-économiques par une oligarchie politique. Les médias traditionnels, télévision, radio, presse, continuent de peaufiner les mêmes discours et astuces. Mais vous me direz, il suffit de ne pas regarder la télé ou lire la presse. Indéniable. Mais les médias sociaux et l'utilisation intensive du cellulaire constituent une arme encore plus sournoise, qui fonctionne principalement du fait de la soumission de la population et son acceptation à divulguer des renseignements intimes. Ces données, une fois analysées, servent à construire des stratégies marchandes au service du système de domination, qui utilise donc les médias sociaux dans un premier temps pour obtenir de l'information, pour ensuite infléchir l'opinion publique. Il faut l'avouer, nous sommes tous collés à nos téléphones. Et les discours du matin avec les collègues tournent parfois autour de ce qui a été publié sur le mur de l'un ou de l'autre. FaceApp, ça vous rappelle quelque chose? Le système sait ce que les utilisateurs mangent, écoutent, avec qui ils couchent et quand, combien de temps ils dorment, etc. Le système possède dorénavant une connaissance parfaite du marché démocratique et peut donc à sa guise lui vendre les produits politiques les plus efficaces pour plaire au plus grand nombre. Dans une logique d'agression capitaliste, le système totalitaire actuel cherche à étendre sa domination. Il peut le faire soit en élargissant le marché, et c'est ainsi qu'on devrait envisager le phénomène actuel des migrations, qui consiste à importer de nouveaux producteurs consommateurs pour remplacer les anciens trop chers et exigeants. Ou alors, il peut aussi essayer de trouver le produit qui semble répondre aux intérêts de tous, qui sera le plus facile à vendre à la masse, et surtout, ne déplairait pas trop aux communautés influentes. La population est rassemblée autour d'un produit médiocre, mais qui n'est pas diviseur. Ainsi, le marché démocratique est maintenu, stable et fonctionnel. Justement, me vient une citation de Jean Baudrillard dans son ouvrage Le système de consommation. Si tu permets, numéro 2. Aucun problème, vas-y. Le consommateur est souverain dans une jungle de laideur, où on lui a imposé la liberté de choix. La filière inversée, c'est-à-dire le système de la consommation,
complète ainsi idéologiquement et vient relayer le système électoral. Le centre commercial et l'isoloir, lieu géométrique de la liberté individuelle, sont aussi les deux mamelles du système. N'est-ce pas la manipulation de l'information, la difficulté, mais plutôt la collecte, la servitude volontaire? Cet extrait du roman nous expose aussi comment la censure s'est installée dans l'univers de Montag. Le capitaine des pompiers explique à celui-ci que les gens se sont auto-censurés. « Auteurs pleins de pensées mauvaises, bloquez vos machines à écrire. » Ils l'ont fait. As-tu des exemples qui te viennent en tête, numéro 2? Bien sûr, numéro 1. Le monde éditorial actuel est intimement lié aux sphères du pouvoir, et il en est parfois l'émanation directe. La majorité des maisons d'édition influentes appartiennent à de grands groupes industriels et médiatiques, formant ici un système de propagande complètement intégré. Éditeurs, imprimeurs, distributeurs, médias promoteurs et même libraires peuvent ainsi appartenir à une seule entité économique. On imagine mal désormais ces grands groupes publier et promouvoir des ouvrages réellement subversifs et menaçants pour un système dont ils ont besoin. D'autre part, le monde du livre vit sous perfusion d'aides gouvernementales. Les librairies ou maisons d'édition indépendantes sont ainsi les vassaux d'un pouvoir politique, qui les subventionne pour ainsi maintenir une illusion de pluralité d'opinion. C'est ainsi que le système se protège contre la propagation d'œuvres qui ne valident pas. Si les acteurs du monde du livre veulent continuer à profiter de ce secteur économique, ils doivent écrire, publier ou vendre des ouvrages compatibles avec le système, sous peine de ne plus être financés et promus, voire même diabolisés et censurés. Posez-vous une question. Connaissez-vous un auteur qui soit radicalement hostile au système de domination et à qui on laisse la parole? Et inversement, combien de fois des auteurs jouant avec la limite se sont vus rappeler à l'ordre, ou alors se sont révélés être de faux rebelles et des vrais laquais? Tout à fait. Je pense entre autres à un certain Mathieu Bock-Côté, dont les critiques contre le système sont plus qu'intéressantes, mais dont les conclusions ne finissent jamais par aboutir sur une solution franche et efficace. Et c'est exactement ce que Ray Bradbury nous explique. Par l'entremise du capitaine, ce ne sont pas les pouvoirs politiques ou les gouvernements qui ont imposé la censure, mais plutôt l'arrivée des technologies, l'exploitation des masses et la pression des lobbies. Je crois qu'il est très clair qu'un parallèle peut être dressé ici, comme avec la censure que YouTube, Twitter et Facebook font sur leurs plateformes. Pour l'exploitation des masses, c'est moins évident. Pourrais-tu être plus clairvoyant que moi sur ce point? Je pense que Bradbury parle simplement de l'épuisement physique et mental des citoyens subissant la domination. As-tu déjà travaillé 12 heures par jour, 7 jours par semaine, dans un emploi que tu détestes? Pas des 12 heures sur 7 jours, mais oui, j'ai déjà travaillé plus de 60 heures semaine pour un travail aliénant. Dans ce cas, tu sais qu'il n'y a rien de tel pour briser une tendance rebelle que d'amener les corps et les esprits jusqu'aux limites de leur fonctionnement. Achevé par le travail, te voici docile, réceptif et soumis à la propagande. Tu en arrives même à attendre avec impatience ton sofa moelleux, un repas de synthèse bourré d'hormones, une émission de TV facile à comprendre et enfin une nuit sans rêve. Il ne faut jamais sous-estimer l'efficacité de l'épuisement physique pour briser les êtres. Puis, pour ce qui est des pressions des lobbies ou des minorités comme Bradbury l'écrit, les exemples sont infinis. Les accusations de racisme, l'invention d'une multitude de discriminations et la fameuse Reductio ad Hitlerum ou le point Godwin. Mais qu'est-ce qui se passe? On torture ici? Oui, exactement. Épuisement physique et conditionnement moral et politique fonctionnent parfaitement ensemble. Le citoyen est ainsi contrôlé dans sa force et dans sa vitalité physique, tout en étant asservi par les dictats de communautés organisées. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me semble d'actualité, tu trouves pas? Là-dessus, nous sommes d'accord. Je te propose de passer au second extrait. Allons-y. Rien de plus naturel et de plus simple à expliquer. Le système scolaire produisant de plus en plus de coureurs, sauteurs, pilotes de course, bricoleurs, escamoteurs, aviateurs, nageurs, au lieu de chercheurs, de critiques, de savants, de créateurs, le mot intellectuel est bien entendu devenu l'injure qu'il méritait d'être. On a toujours peur de l'inconnu. Vous vous rappelez sûrement le gosse qui, dans votre classe, était exceptionnellement brillant, savait toujours bien ses leçons et répondait toujours le premier tandis que les autres, assis là comme autant de potiches, le haïssaient. Et n'était-ce pas ce brillant sujet que vous choisissiez à la sortie pour vos brimades et vos tortures? Bien sûr que si. On doit tous être pareils. Nous ne naissons pas libres et égaux, comme le proclame la Constitution. On nous rend égaux. Chaque homme doit être l'image de l'autre. Comme ça, tout le monde est content.
plus de montagnes pour les intimider et leur donner un point de comparaison. Conclusion, un livre est un fusil chargé dans la maison d'à côté. Brûlons-le, déchargeons l'arme, battons en brèche l'esprit humain. Qui sait qui pourrait être la cible de l'homme cultivé? Moi, je ne le supporterai pas une minute. Ainsi, quand les maisons ont été totalement inifugées dans le monde entier, les pompiers à l'ancienne sont devenus obsolètes. Ils se sont vus assigner une tâche nouvelle, la protection de la paix de l'esprit. Ils sont devenus le centre de notre crainte, aussi compréhensible que légitime, d'être inférieurs, censeurs, juges et bourreaux officiels. Voilà ce que vous êtes, Montag, et voilà ce que je suis. On doit tous être pareils. Nous ne naissons pas libres et égaux comme le proclame la Constitution. On nous rend égaux. Chaque homme doit être l'image de l'autre. Comme ça, tout le monde est content. Alors, des commentaires numéro 2 sur ces deux phrases? Bradbury évoque ici une question qui est au centre d'un débat politique très actuel. Le capitaine explique dans cet extrait que le système repose sur l'équité plutôt que l'égalité. Pour être rapide, on pourrait en parler pendant des heures, l'égalité implique de donner les mêmes moyens à tout le monde, sans considération pour ses besoins individuels, alors que l'équité, c'est l'adaptation des moyens donnés pour obtenir un résultat standardisé. En gros, l'égalité, c'est tout le monde sur la même ligne au départ, et l'équité, c'est tout le monde sur la même ligne à l'arrivée. Dans cet objectif, le système doit artificiellement planir le corps social, quitte à nier l'ordre naturel des choses pour façonner des hommes identiques, obéissants, prévisibles et béats. Des numéros prêts à partir à l'abattoir. C'est pour ça qu'il a fallu se débarrasser des livres et des intellectuels, outils artisans de la pensée rebelle, de la remise en cause des paradigmes, donc obstacle au totalitarisme équitaire. Les hommes cultivés sont difficiles à contrôler. Il faut donc éradiquer la culture. En quelque sorte, c'est le fameux nivellement vers le bas. Mais je pense plutôt à une autre dynamique, comme substituer une culture inventée pour mieux contrôler les hommes cultivés. D'ailleurs, il m'a vient une réflexion sur l'égalité quand j'ai mentionné tout à l'heure « on nous rend égaux ». Le capitaine admet que les êtres humains ne naissent pas égaux, ce qui est une vérité. En revanche, si on regarde le bilan dans notre société actuelle et partout en Occident, il est approprié, et désolé pour mes citations et références multiples, mais il est approprié de se diriger vers George Orwell, dans La ferme des animaux, et de lire à notre tour, tout comme les animaux de la ferme sur le mur de leur grange, « Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. » Voilà. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne, ça n'intéresse plus les jeunes. Ce qu'il leur faut maintenant, ce sont des héros virils et musclés, genre Rocky. Je propose de conclure cette émission sur un extrait d'entrevue fait par Bradbury lui-même, où il nous explique les différentes manières de brûler un livre. Quand il nous parle de livres, il faut comprendre que cela peut signifier des personnes, des films, des pièces de théâtre, des œuvres musicales, etc. C'est ignoble, c'est ignoble! Merci à tous. Merci. Et rendez-vous à la victoire. Et rendez-vous à la victoire. Il y a plus d'une façon de brûler un livre. Et le monde est plein d'individus qui galopent en brandissant des allumettes. Que ce soit les baptistes ou les unitariens, les Irlandais, les Italiens, les octogénaires, les bouddhistes zen, les sionistes ou les adventistes du 7e jour, le mouvement de libération de la femme ou les républicains, la Ligue des homosexuels ou les tenants des évangiles canoniques, chaque minorité se sent investie de la volonté, du droit, du devoir de déverser le pétrole et d'allumer la mèche. Si vous voulez être à l'heure de ce qui se publie, romans ou essais, si les événements culturels et ceux qui les créent vous passionnent, si la politique et ceux qui l'incarnent vous intéressent, une émission contient tous vos centres d'intérêt. Les chroniques de Cali sur l'armée des ondes. 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 Deux bonnes aussi. Il y en a trois qui sont impliquées là-dedans. L'aventure parfois fut dramatique. Souvent ce fut la fin des héros. Ce n'est pas facile, mais c'est magique de faire un pays tout neuf, tout beau. J'ai jamais eu peur, moi. Quand j'étais jeune de ma terre, on vidait des clubs, tu sais. J'ai juste 86 ans, encore bon. Encore bon pour une coupe de bataille. Encore bon pour une coupe de bataille. Encore bon pour une coupe de bataille.
Suite aux révoltes populaires de 1837 et 1838, le régime d'occupation britannique instaure de nouvelles mesures pour écraser la population canadienne-française. En 1840, l'acte d'union est adopté. Son but était de minoriser le pouvoir politique des Canadiens français en diminuant leur voix électorale dans un simulacre de démocratie. Ce n'était pas tout. Il était question de faire payer le prix de la dette de la Haute-Canada au peuple francophone, tout en lui interdisant la pratique de la langue française dans ses institutions. C'est dans ce contexte que la haine anti-française se développa contre notre peuple. Fidèles à leurs mœurs, les vétérans de la répression des révoltes patriotes, passionnés des rapides, pyromanes et violeurs s'organisent en bandes de miliciens plus ou moins officiels, les fameux Tories. Ne laissons pas sombrer dans l'oubli la participation du torchon anti-francophone toujours actif de nos jours, le journal The Gazette. Écoutons les propos de son rédacteur à l'époque, James Ferris. Une guerre civile est un malheur, mais ce n'est pas le pire des malheurs. Il vaudrait mieux pour la population britannique-canadienne 12 mois de bataille et la disparition de 5000 âmes plutôt que 10 années de gouvernement à domination française. The Montreal Gazette était un véritable véhicule de propagande anti-francophone et sera l'instigateur de la haine orientée contre les nôtres à cette époque. On s'explique pourquoi encore aujourd'hui il s'agit d'un papier propagandiste anti-québécois. Mais il ne fallait plus qu'une allumette pour mettre le feu à la poudrière. Des amendements successifs de l'acte d'union, le rendant de moins en moins restreignant pour les Canadiens français, l'élection de Louis-Hippolyte Lafontaine, un rebelle du dernier soulèvement, et l'amnistie générale envers les patriotes. Mais l'allumette fut le projet d'indemnisation envers les victimes de la répression britannique. Le plan d'extermination envers les francophones s'effondrait. Le torchon gazettien qui lance l'anathème raciste sur toute présomption de sauvegarde identitaire au Québec de nos jours se lança dans un déferlement de haine. Anglo-saxon, vous devez vivre pour l'avenir. Votre sang et votre race seront désormais votre loi suprême. Si vous êtes vrai à vous-même, la foule doit s'assembler sur la place d'armes ce soir à 8h. Au combat, c'est le moment. Cet appel sera entendu et près de 6000 Britanniques se réuniront le 25 avril 1849 pour incendier le Parlement canadien de Montréal. Sans étonnement, l'armée appelée sur les lieux de l'émeute ne fit rien. Au contraire, plusieurs soldats et officiers vont plutôt sympathiser avec les émeutiers et les saluer. Aucune conséquence pour les auteurs de ce déferlement de haine. Le feu exécutant son travail se propagea à tout le Parlement et aux bâtiments voisins. Comme des entrepôts, une maison privée et l'hôpital des Sœurs Grises. Les 2 bibliothèques du Parlement sont envolées en résidus de carbone. Plus de 23 000 livres réduits en cendres pour la grande majorité, tous originaires du Bas-Canada francophone, dont beaucoup dataient de la Nouvelle-France. Effacer notre passé était déjà une spécialité à l'époque. Les pyromanes continueront à répandre les flammes. Outre la maison et les écuries de La Fontaine, sa bibliothèque privée, elle aussi dévorée par les flammes. Ainsi, à la lueur des braises se poursuivit agression et incendie ciblant le citoyen de second rang, le francophone. Ce n'est qu'à l'automne que ce programme prend fin. Le Parlement sera déménagé plusieurs fois entre Toronto, Kingston et Québec pour finalement s'ancrer dans le décor d'Ottawa. Loin du territoire vital des Canadiens français, les hautes instances du pouvoir britannique ou canadien seront désormais un monopole des intérêts des White Anglo-Saxon Protestants. En 2013, des archéologues poursuivant des fouilles précédentes font la découverte de restants littéraires, vestiges carbonisés par l'incendie criminel. Un seul manuscrit laisse entrevoir ces lettres. Elles sont en français. Esclavagisme. La soumission, forcée ou mécanique des hommes, fait d'eux des esclaves. Toute structure sociale et économique qui ne se fonde pas sur l'idée concrète et partagée d'un destin commun laisse présager l'esclavage. Ce qui change, ce sont les rapports numériques entre les esclaves et les esclavagistes et les conditions matérielles et morales qui sont offertes aux esclaves.
Esclavage. Celui qui accepte d'être assujetti sans se rebeller, ni se créer tout au moins un espace de liberté pour l'âme et le corps, n'est pas seulement un asservi, c'est un esclave. Celui qui atteint, heureux et béotien, une condition relativement privilégiée, et pour défendre cette condition, avalise la culture dominante, le politiquement correct, les dogmes idéologiques et moraux en vigueur, la religion de la sage résignation, c'est un capot. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. Comme dit le proverbe, il n'y a pas pire tyran qu'un esclave qui tient le fouet en main. Là, en ce moment, là, je veux savoir à qui je parle, vite. Charles Péguy, le 16 juin 1903, reprise politique parlementaire. Est-ce que tu as une bonne réponse? Il reste plus de temps à l'émission. Marchons seuls. On n'a pas besoin d'être plusieurs, puisque nous avons raison. Puisque nous sommes justes, puisque nous sommes vrais. Commençons par marcher, continuons par marcher, finissons par marcher. C'est très intelligent ce que vous avez trouvé, là. Il faut juste continuer comme ça, sur la bonne voie. La neige tombe aux portes de la ville. Là est assise une enfant de Strasbourg. Elle reste là malgré le froid, la bise. Elle reste là malgré le froid du jour. Elle reste là malgré le froid du jour. Un homme passe à la fillette donne. Elle reconnaît l'uniforme allemand. Elle refuse l'aumône qu'on lui donne. À l'ennemi, elle dit bien clairement. À l'ennemi, elle dit bien clairement. Gardez votre or, je garde ma puissance. Soldats prussiens, passez votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France. À l'ennemi, je ne tends pas la main. À l'ennemi, je ne tends pas la main. Tout en priant sous cette cathédrale, ma mère est morte sous ce porche écroulé, frappée à mort par l'une de vos balles, frappée à mort par l'un de vos boulets, frappée à mort.